Jean-Michel Vanier, tu es vice-président finance chez l'entreprise Ferme Loufa. Votre organisation a grandi de manière ahurissante dans les dernières années au point d'avoir plus de 500 employés dans vos rangs. Et à chaque semaine, c'est plus de 30 000 familles différentes que vous nourrissez et vos ambitions de croissance n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Jean-Michel Vanier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci à toi, Antoine. Et Jean-Michel, avant qu'on discute ensemble de la belle histoire des fermes Loufa, est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer davantage en détail ce que fait votre organisation? Oui, absolument. Écoute, nous, on opère des serres sur toit dans la région métropolitaine. On a quatre serres, bientôt cinq serres. On a une serre intérieure aussi. Donc, à partir de là, on a des produits qui sont cultivés qu'on va prendre. On va les cueillir à tous les jours. Puis, on va les amener dans notre centre de distribution où là, on a des produits tiers de d'autres fournisseurs qui sont disponibles pour la vente à nos clients. Fait qu'on a un site web transactionnel en ligne avec 2000 SKU qui sont à vendre pour nos clients. Fait qu'on est un marché fermier en ligne avec les meilleurs produits disponibles du Québec, de tous les artisans. Donc 95%, je dirais, de ce qu'on vend vient des producteurs québécois, on a un petit peu d'Ontario pour certains fruits. Mais tu sais, le but, c'est d'avoir un marché fermier local. Donc, on est comme une épicerie en ligne, mais vraiment juste avec les meilleurs produits. Et la distinction qu'on fait, comme je l'ai mentionné au début, on est des fermiers parce qu'on opère ces serres-là nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une bébite un peu différente de ce qu'on peut avoir à l'extérieur, un modèle pas mal unique dans le monde. Là. On n'a pas de compétiteur direct au monde qui a exactement le même modèle d'affaires que ce qu'on a. Ça, je pense que c'est Hmm. important de le mentionner. On Parce que dit, c'est ça. pour finir avec ça, juste te dire, excuse-moi, on dit from seed to plate. C'est Hmm. vraiment là, la graine à l'assiette. Dis-moi bien en français. De la graine à l'assiette, mais en anglais, from seed to plate, ça se dit bien. Fait que ouais, c'est ce qu'on fait. Parce que c'est fascinant. Souvent, les organisations qui sont un petit peu dans votre même, qui sont dans l'environnement de compétitif dans lequel vous opérez, ne vont pas être des fermiers. Ils vont offrir différents produits, ils vont ultimement les livrer à la clientèle, mais vous, au-delà de ça, vous mixez produits qu'on va livrer à la clientèle de différents producteurs québécois et également vos propres légumes, là. Oui, absolument. Puis on utilise les mêmes standards, tu sais, comme pour, tu sais, nous, le légume, il y a des raisons, puis je peux peut-être t'expliquer un peu, tu sais, pourquoi on fait ça sur des toits, là, mais tu sais, en gros, on utilise la lutte biologique. Donc, c'est des produits qui sont pas certifiés biologiques. On est en hydroponie, c'est toi, mais c'est des produits qui sont, c'est tout comme s'ils étaient bio, là, si on veut. Donc, on n'utilise pas d'insecticides, fongicides chimiques. Donc, à partir de là, euh, on demande la même chose à nos producteurs aussi. Donc, tu sais, tous les légumes, les fruits qu'on vend sur notre marketplace, ben c'est le même principe. Eux aussi ne doivent pas utiliser, doivent utiliser la lutte biologique, ne doivent pas utiliser de pesticides. Puis pour nos producteurs de viande, la même chose, sans antibiotiques. On essaie vraiment d'avoir les meilleurs produits disponibles. Donc, c'est un marché avec des produits euh, pas uniques, parce qu'il y en a, évidemment, il y en a en vente ailleurs, mais qui sont tous de qualité standard là, à travers le marché en ligne au complet. Hmm. Et bon, Jean-Michel, tu as rejoint l'entreprise en 2012. L'organisation avait déjà quelques années derrière la cravate à ce moment-là et vous aviez construit votre première serre sur toit en 2010. Donc, 2 ans plus tard, tu arrives. Est-ce que tu peux nous ramener un petit peu à ce moment-là? Où était l'organisation? Est-ce que la vision était la même qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il faut le mentionner, les Fermes Loufa, c'est une énorme organisation en 2023. À quoi tout ça ressemblait en 2012? Écoute, c'était assez artisanal au début. Je te dirais que la vision n'a jamais changé. On n'a jamais fait de compromis sur la mission, sur les valeurs. Ça a toujours resté, puis ça va toujours rester. Très, très forte valeur ancrée là, de changer le système alimentaire. En gros, en 2010, Mohamed et les autres fondateurs avaient fondé la compagnie, avaient construit la serre où je suis présentement à Huntsic. Puis c'était un peu une méthode artisanale, si on veut. C'est un peu le modèle d'affaires de l'agriculture soutenue par la communauté. On cueillait ce qu'il y avait dans la serre, on complémentait avec des produits de saison, puis on envoyait ça aux clients. Je pense qu'il y avait 800 clients à l'époque quand je suis arrivé. C'était pas un gros chiffre d'affaires, c'était une petite entreprise plus niche.
on allait chercher vraiment là, comme les gens qui trouvaient ça cool que les produits soient faits à Montréal. Je peux peut-être en profiter pour expliquer pourquoi on le fait sur les toits. Tu sais, c'était fait sur un toit à Montréal. Tu sais, c'est Mohamed, le fondateur, quand il fondait la compagnie, il dit, OK, mais pourquoi que les aliments parcourent 5000 kilomètres avant, ils partent du Mexique, ils s'en viennent ici, ça prend des jours et des jours, les produits sont pas frais. Moi, au Liban, c'est pas comme ça. Je comprends pas. Le système est brisé. Tu sais, c'est aussi Hmm. simple que ça. Je comprends pas, le système est brisé. Il dit, OK, mais on va faire une serre, on va la faire en ville, mais il n'y a pas de place. OK, bon, on va en faire sur un toit. Mais pourquoi sur un toit? Ben, parce qu'il n'est pas utilisé. C'est un îlot de chaleur, ça sert à rien. OK, on peut faire ça sur un toit, mais c'est compliqué de faire ça sur un toit. Il faut parler à des architectes, il faut parler à des ingénieurs. Fait que ça a été un peu compliqué la première serre. Ça s'est fait. C'est pas la serre qui était la plus efficace. C'est pas toujours pas la serre la plus efficace. C'est pas elle qui était la moins chère à construire, évidemment. Mais elle a été faite. Il y avait une centaine de légumes différents qui avaient été cultivés. Puis les avantages d'être en ville, pour en venir à répondre à cette question-là que je pose depuis tantôt, mais que je réponds pas, c'est qu'on est sur un toit, donc on a toute l'énergie, la chaleur du bâtiment en dessous qui va chauffer la dalle de béton de la serre, là, qui va toujours être à 20 degrés. Donc, c'est un gros différentiel par rapport aux serres en champ, si on veut. Donc, tu es toujours chauffé par l'immeuble. Puis toi, tu vas refroidir, la serre va refroidir l'immeuble l'été, parce que au lieu d'avoir un îlot de chaleur sur le toit, ben, un gros toit noir en goudron, ben, tu as vraiment euh, t'as vraiment la serre là, qui va permettre là, de faire qui va prendre la chaleur pour les plants. Donc, tu as ça. Nous aussi, on est en hydroponie, je t'ai parlé tantôt, fait qu'on est vraiment, on va recirculer l'eau. Fait que l'eau, on n'utilise Hmm. presque pas d'eau. Là, on parle de 90% moins d'eau là, que la culture, que d'autres cultures. C'est incroyable là, parce que tu vas vraiment juste réutiliser l'eau qui est là. Puis en plus, comme j'ai dit, on utilise la lutte biologique, fait que tu n'as pas d'insecticides, fongicides, d'insecticides chimiques. Fait que, à partir de là, on fait vraiment le mieux, selon nous, la façon qu'on fait. On fait du compostage aussi avec les rebuts, là, pas les rebuts, mais les déchets de serre, les plants qui sont plus bons ou juste l'effeuillage qui est fait. Fait que, on fait la meilleure façon de cultiver possible en ville. On est à quelques, notre marché généralement, c'est Montréal et les banlieues alentours. On livre aussi à certains endroits plus éloignés, mais notre bulk là, de clientèle est ici. Donc, on est en ville pour les gens en ville. Euh, puis, on utilise le moins de ressources possible, selon nous, pour faire pousser les légumes qu'on vend à nos faveurs qu'on appelle. Hmm. Et bon, tu es directeur des finances et en 2013, vous ouvrez votre deuxième serre à Laval. Et bon, je suis allé voir un petit peu les images. J'imagine qu'ouvrir une serre comme ça doit demander beaucoup de financement. Comment le lancement de ce type de projet se met en place? Combien d'années avant le lancement on doit préparer? Quel type de financement approximativement? Parce que clairement, c'est assez massif tout ça. Ben écoute, c'est sûr, comme je dis, en 2013, qu'on a fait la serre de Laval, l'em- c'était beaucoup plus difficile de mettre un financement en place que ce l'est aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, moi, à l'époque, fallait être un peu fou là, pour croire en ce projet-là. C'était un beau projet encore. Tu sais, on avait la serre d'Unsick qui était quand même un succès parce qu'on était capable de faire croître ces légumes-là sur le toit, d'avoir une production qui était stable d'année en année. Ça faisait 2, 3 ans qu'on était capable d'avoir une production stable. C'était comme un gros centre R&D. On fait encore de la R&D, mais à l'époque, c'était important. Ça nous aidait à payer la serre, entre autres, à payer les investissements. Puis, à partir de là, 2013, on a dit, OK, mais là, on va sortir un peu de l'artisanat, si on veut, puis on va Hmm. aller vers une production un petit peu plus standard. On va faire des tomates à Laval. Donc, tu sais, là, le projet, c'était vraiment de vendre un projet, de dire aux autres, ben écoutez, aux gens pour financer le projet, ben on a un projet, on veut, tu sais, faire un peu un modèle un peu plus conventionnel avec juste c'est sûr, c'est encore sur un toit, ça, c'est pas conventionnel, mais ça reste que on veut être capable là, de rendre ce projet-là plus une culture unique avec plusieurs sortes de tomates, mais au moins juste la tomate dans ce temps-là. Donc, ça devrait être un petit peu plus payant. Il va avoir plus, ça va être plus standardisé, ça va être plus facile à opérer, puis tout ça. Fait, c'était ça un peu le plan de match. Écoute, j'ai pas eu beaucoup de succès à l'époque pour financer ça. Par contre, ça a été un petit financement de Investissement Québec à l'époque qui nous avait supporté là-dedans. Puis ensuite de ça,
c'était une ronde d'équité là, vraiment qui nous avait permis là, de financer ce projet-là avec des investisseurs à l'interne qui sont toujours chez nous d'ailleurs, qui avaient cru Hmm. en l'entreprise à cette époque-là. Puis on dit non, c'est une bonne idée, puis on va le faire. Fait que ça, à partir de 2013, c'est là vraiment que ça nous a aidé à partir d'un peu du modèle de start-up, petite entreprise, à une entreprise un petit peu plus encore une petite entreprise, mais plus sérieuse, avec un petit peu plus de vision. C'est-à-dire que là, on n'avait pas changé l'objectif. L'objectif, ça a toujours été de faire des serres et toits partout dans le monde. C'est encore ça aujourd'hui. Pour se rendre là, il y a des étapes. Puis là, l'étape où on est, puis l'étape, quand on a fait la serre à Laval, qu'on a construit la serre à Laval en 2013, l'étape qu'on était, c'était de dire, ben écoute, on va voir là, si on est capable de faire une serre un peu plus grande, une fois et demie grande comme celle qu'on a, de meilleure qualité, avec un nouveau partenaire, plus éco-énergétique, euh, plus gros, c'est une salle de plus grande valeur, puis qui va nous permettre d'avoir plus de produits à vendre sur notre marketplace. Puis notre marketplace, by the way, maintenant, il a changé en 2013. C'était plus juste l'agriculture soutenue par la communauté, c'était aussi les gens pouvaient commencer à choisir ce qu'ils voulaient. On n'avait pas 2000 SKU sur le site web, mais on en avait, je sais pas, peut-être une centaine. On commençait à avoir du pain, du lait, des œufs, du beurre. Le monde faisait comme, OK, c'est excitant. On peut pas juste obliger de manger des légumes, tu sais, puis d'avoir des légumes qu'on choisit pas. On est capable d'avoir des légumes et d'autres catégories, puis d'avoir comme un peu un marché fermier en ligne. Fait que c'est là que vraiment, 2013-2014, là, avec cette salle-là, je pense que je dirais à bien y penser avec du recul, c'est là qu'on a commencé à prendre notre envol grâce à ces deux outils-là. Hmm. Et ce qui est assez fascinant de votre côté, c'est qu'au-delà d'avoir des chiffres qui sont importants aujourd'hui en termes de volume d'affaires, vous êtes des bons gestionnaires. Parce que si on analyse clairement ce qui s'est déroulé avec les fermes Loufa, c'est environ, si on regarde, les chiffres sont rendus un petit peu publics. Si on fait des recherches, c'est à peu près 20 millions de dollars que vous avez levés depuis la fondation de l'entreprise. Mais au vu de l'infrastructure que vous avez à bâtir pour faire en sorte que l'organisation avance, bien entendu, en plus de ça, on doit investir en marketing, on doit investir en ressources humaines. J'ai l'impression que les organisations de ce style auraient levé peut-être 2 à 3 fois plus que ça habituellement. Est-ce que je me trompe ou vous avez été capable d'être des bons gestionnaires, de bien gérer l'argent, de faire en sorte qu'on n'investit pas sur n'importe quoi dans notre croissance? Ben, premièrement, merci. Merci de dire qu'on est des bons gestionnaires. On va prendre le compliment. Par contre, en étant humble là-dedans, je te dirais, je pense qu'on a fait une bonne gestion en général des cash flows. On s'est assuré, tu sais, à un moment donné, on s'est posé la question. Tu sais, on était à perte pendant une couple d'années, évidemment, comme n'importe quelle startup, là. Mais tu sais, on s'est dit, est-ce qu'on va all-in? Est-ce qu'on y va juste avec le chiffre des ventes, puis on dit on s'en fout un peu de la profitabilité, puis on, ou on va avec une approche un petit peu plus conservateur, c'est-à-dire qu'on va essayer de break-even au moins le plus possible, le plus tôt possible, pour être capable après ça, ultimement, de financer nous-mêmes nos actifs ou être capable d'accéder à du financement qui est moins coûteux. Parce que, tu sais, évidemment, quand tu vas présenter ton modèle d'affaires, quand à la fin, tu arrives avec un profit ou tu arrives avec une expectative de profit dans les années qui viennent, et non pas dans 10 ans, mais dans un horizon assez court terme, tu es capable d'attirer des joueurs pour le financement qui vont dire, OK, mais moi, ça m'intéresse. Tu sais, puis en 2016, c'est ça qui est arrivé parce qu'on a eu un troisième projet de serre, le projet de Anjou, où on faisait de la laitue. Puis, on était capable d'attirer le Fonds de solidarité FTQ qui a travaillé avec nous avec la dette subordonnée à ce moment-là. Puis, ils nous ont aidés dans notre croissance avec du capital non dilutif. Fait que c'est là qui a été je pense quelque chose d'intéressant. Ils sont entrés à un bon moment où c'était pas trop risqué pour eux autres, qui étaient capables de rentrer avec un taux qui faisait de l'allure pour nous autres aussi, pour remplacer l'équité dans un sens. Fait que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on était capable de pas lever autant l'équité, puis on était capable d'aller avec du capital, des sources non dilutives, de financement non dilutif. Fait que ça nous a permis aujourd'hui, après ça, de monter la profitabilité aussi, puis être capable d'aller chercher du financement traditionnel. Parce qu'au début, tu sais, financer traditionnellement avec une garantie sur un actif, c'est ça qui t'amène les taux d'intérêt les plus bas. Ben oui. Mais la serre est sur un toit, le toit il est loué. Comment tu fais ça? Tu sais, au début, c'était un casse-tête pour moi. Maintenant, avec nos partenaires actuels qu'on a, on travaille avec Desjardins, on travaille avec la Financière agricole du Québec, mais là, on était capable de trouver une façon que les gens sont confortables de financer nos actifs Hmm. sur un toit. Même si sur un toit, ils ont une bonne valeur de revente, c'est des bons actifs, peuvent être pris, peuvent être installés ailleurs. Donc, à partir de là, ça a été beaucoup plus facile pour moi pour les prochains projets. Aussi la solidité de l'entreprise, évidemment, parce qu'avec les années, on a monté notre chiffre d'affaires, on a monté la profitabilité, on a montré qu'on a
On a montré qu'on a un business case qui se tient, puis qui est capable de générer de la profitabilité puis je tiens à le mentionner d'une façon raisonnable. Nous, notre but dans la vie, c'est pas de faire juste de l'argent, là, parce que sinon, on en ferait déjà plus que ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de créer un modèle alimentaire qui se tient, que le monde utilise, d'être capable d'amener Hmm, des légumes frais cueillis la même journée à du monde en ville, puis pas aux plus riches, à tout le monde. Tu sais, ouais. servir vraiment à tout le monde. Puis, fait que c'est ça l'objectif. On n'est pas capable de le faire présentement encore au niveau qu'on voudrait. Tu sais, mais c'est un work in process. Puis c'est là qu'on est rendu dans notre croissance d'entreprise. Bon, en tout cas, félicitations tout de même d'atteindre de la rentabilité, de la profitabilité. Quand on a autant d'investissements, quand on a autant d'infrastructures à bâtir, c'est quand même assez noble, exceptionnel même. On le sait, des fois, des organisations vont avoir tellement d'années difficiles à passer, à perdre et à perdre de l'argent si on est capable de trouver cette fameuse équilibre et même cette profitabilité-là et continuer à faire de la croissance, c'est exceptionnel parce que parlons-en un petit peu de cette croissance-là. On discutait ensemble et tu me parlais que ben, les États-Unis, c'est dans le champ de mire et j'écoutais l'année dernière une entrevue que le fondateur des Fermes Loufa avait fait. On parlait de Boston comme une expansion potentielle. Est-ce que c'est toujours dans les plans? Est-ce que même le projet a avancé? Oui, c'est toujours d'un plan parce que, évidemment, à Montréal, on n'est pas à maturité, là. Tu sais, je veux dire, on est encore un petit peu, tu sais, une entreprise, là, par rapport à nos compétiteurs, qu'on peut aller chercher plus de parts de marché. Mais, écoute, c'est bien parti, comme on a mentionné tantôt, tout est sur les rails, puis on continue. Il faut juste faire un bon travail, puis satisfaire nos Lufavors, puis attirer d'autres Lufavors pour être capable d'avoir une business encore plus florissante à long terme. Ça, ceci étant dit, le modèle d'affaires est réplicable. C'est ça la beauté. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a monté, puis je ne vais pas parler, mais ce qu'on a fait depuis 10 ans, il y a beaucoup d'R&D là-dedans. Le marché fermier en ligne qu'on a, c'est nous qui l'avons fait à l'interne. C'est Ben avec notre oui. équipe, nos équipes, avec nos gens de TI à l'interne. Mohamed qui a un background en informatique, notre VP TI qui est exceptionnel avec son équipe. Donc, tu sais, on est capable de prendre tout ce qu'on a puis de monter une business assez facilement. Après, tu as tous les facteurs du marché, tu as tout le risque lié à l'expansion. Ceci dit, tout, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre entreprise. On veut aller s'établir dans le nord-est des États-Unis parce qu'on a déterminé que c'est un marché pour nous qui est un très bon marché, très propice. Les gens pourraient adhérer à nos valeurs à cet endroit-là, autant qu'au Québec, de la même façon. Donc, des gens qui ont l'esprit ouvert, qui veulent des produits sains et qui ont des bons modes de vie, qui ont des revenus aussi intéressants, qui sont capables de mettre une part intéressante à l'alimentation. Donc, c'est un marché propice, c'est plusieurs États, c'est pas juste Boston. C'est sûr qu'on serait comme à plus ou moins 1 heure de Boston, c'est ça l'objectif, mais tu sais, t'as d'autres villes dans le Massachusetts. Le démographique est différent là-bas aussi. Tu as peut-être plusieurs villes de un petit peu plus de population qu'on a au Québec. C'est pas comme Boston n'est pas aussi gros que Montréal, mais c'est très populé aussi dans les banlieues. On a des grosses banlieues là-bas. Donc, ça va être plus vaste. Ça va nous coûter peut-être un petit peu plus cher pour livrer parce qu'on va avoir un plus grand territoire, mais on a accès, je te dirais, à 2 fois le nombre le marché potentiel est 2 fois plus élevé qu'ici. Donc, c'est un très, très beau marché pour nous. C'était bien en selle. Pendant la COVID, on avait fait des démarches, on a commencé. Là, on y va plus tranquillement, je te dirais, à cause des marchés tels qu'ils sont actuellement. Je veux dire, taux d'intérêt, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu aussi élevé que ça. C'est pas le temps d'aller investir une coupe de 100 millions dans un autre marché. Donc, on a toujours cet objectif-là, puis on travaille dessus, mais je te dirais qu'on est très consciencieux, puis on veut faire un peu le même modèle qu'on a fait ici, c'est-à-dire y aller graduellement. Ça va être un petit peu moins graduel là-bas qu'ici, parce que si on le fait sur 10 ans, là-bas, ça va aller plus vite, le ramp-up. Par contre, il faut le faire avec la même conscience des coûts, puis s'assurer de faire des investissements intelligents, puis des investissements là, qui seront pas trop élevés d'un coup là, pour pas s'égorger là, par rapport à ça. Puis dis-moi, moi je suis curieux de t'entendre un petit peu sur les capacités de livraison que vous avez. Donc on le sait, vos serres sont sur l'île de Montréal. Jusqu'où vous êtes capable de livrer? Qu'est-ce qui est possible dans votre catégorie d'entreprise en termes de livraison de marché? Jusqu'où on peut se rendre? Ben, nous, on a un rayon d'à peu près de 2 heures et demie. Puis Quand puis même. aux États-Unis, ça devrait être à peu près la même chose.
C'est sûr que le plus efficace, c'est de livrer le plus proche possible de Bien notre. sûr. Tu sais, nous, notre centre de distribution est à Ville-Saint-Laurent. On a un centre de distribution, quelques centaines de milliers de pieds carrés. C'est un endroit, c'est consolidé. Puis à partir de ce centre de distribution-là, on a un rayon, on trace un rayon d'à peu près 2h30 alentour. C'est efficace pour nous. C'est sûr que la plupart de nos livraisons sont faites avec des voitures électriques, avec des petites remorques attachées en arrière. C'est des modèles Y Tesla. Tu as encore quelques modèles d'antiquité à gaz. Fait qu'on aimerait bien se départir un jour. Donc, on attend d'avoir un petit peu plus de volume. Évidemment, avec plus de volume, c'est plus facile pour nous d'investir dans une flotte 100% électrique. Mais on le fait déjà, mais c'est vraiment juste une question de temps. Puis à partir de là, on va à Québec, on va à Gatineau, il y a d'autres endroits, des régions où il y a de la demande, qui sont un petit peu plus éloignées, mais qui sont très où qu'on a des clients satisfaits là-bas aussi, donc on le fait. Et en le faisant, en ayant une bonne masse, un bon volume, c'est un transport qui y va. Puis la plupart du temps, on ramène, je dirais presque toujours, là, on ramène des produits justement qu'on a des fournisseurs qui sont dans ces coins-là, puis on ramène les produits sur le retour. Fait qu'on essaie de maximiser l'efficacité et s'assurer d'avoir le moins d'impact sur l'environnement possible, là, même si on livre à 2h30. Là. Bon, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de logistique, on a parlé de livraison. Parlons un petit peu de croissance de marché. Comment vous l'avez fait connaître, cette entreprise-là? Vous avez eu, bien entendu, des articles de presse. Le fondateur a été invité dans plusieurs interviews, mais tout de même, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup plus que ça. Je serais curieux de t'entendre sur la stratégie de commercialisation qui a été mise en place pour qu'ultimement, les fermes Loufa prennent leur envol. Absolument. Ben, je te dirais que nous, on est beaucoup en ligne. Tu sais, si on n'a pas de place d'affaires, vraiment, là, on vend pas de produits. C'est pas possible de se procurer des produits dans un commerce physique. Par contre, on est souvent à des événements. On a tu sais, notre modèle d'affaires à la base aussi, c'est à chaque fois qu'on a une nouvelle serre, il y a beaucoup de PR qui est fait alentour de ça. On a une nouvelle construction serre. Là, présentement, on a une nouvelle serre qui est en construction. Ça va être annoncé bientôt. Je pense qu'on peut déjà l'avoir. Je ne veux pas, Mhm. brûler le projet tout de suite, même si j'aimerais bien te le mentionner. C'est un beau projet, mais c'est assez visible à Montréal. Vous allez pouvoir bien la voir. Celle-là, c'est une serre vraiment exceptionnelle. Le dernier bébé, si on veut. Comment dire, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça l'amène beaucoup de publicité. Il va y avoir beaucoup d'articles qui vont être faits. On va bien l'expliquer, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est quoi les avantages, comment éco-énergétique cette nouvelle serre-là elle est par rapport à ça. Fait que ça en gros, c'est quasiment notre meilleure publicité. Après, Hmm. tu as beaucoup de bouche à oreille. Nous, c'est une communauté qui commande J'imagine. chez nous les Lufavors. Fait que tu sais, il y en a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le modèle d'affaires. Fait que, tu sais, quand ils sont abonnés, ils en parlent aux autres. Fait que c'est vraiment du bouche à oreille. Après ça, ben, comme toutes les entreprises, on fait de la pub en ligne, là, si on veut, sur Facebook, sur Google, ces trucs-là. Mais tu sais, on n'a jamais eu, à date, à ce jour, on n'a pas de département de vente, on n'a pas de département de marketing chez Lufa. Puis, tu sais, ultimement, ça va être nécessaire, on est conscient de ça, puis on va travailler là-dessus. Mais tu sais, à ce jour, à cause de la nouveauté, le freshness du modèle d'affaires, si on veut, on n'a jamais vraiment eu besoin d'investir en vente, en marketing, d'une façon traditionnelle. Ça, c'est assez cool aussi. Fait que, on va le faire parce qu'on veut plus de parts de marché, puis c'est correct. Puis je pense que le brand recognition est important, mais je pense qu'on est peu connu par rapport aux autres entreprises là, dans notre secteur ou d'autres qui annonçaient à la télé, qui annoncent partout. Nous, on fait pas ça, on n'a jamais eu besoin de le faire. Là, évidemment, pendant le COVID, on a construit plus de capacités. Les business en ligne, c'était vraiment en mode. Nous, c'est pas qu'on s'en fout, là, mais je veux dire, on a toujours été en ligne. C'est ça notre plan. On Ben va oui. toujours l'être. On va toujours l'être aussi. Fait que c'était pas nouveau pour nous, le COVID. Ça nous a permis de doubler nos ventes d'une année sur l'autre. Ben oui. Parfait. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on maintient ce niveau de vente-là. On veut aller plus haut, évidemment, parce qu'on a toujours été une compagnie, comme tu as mentionné tantôt, Antoine, qui a eu une croissance phénoménale chaque année depuis 10 ans. Par contre, là où on est, ben, peut-être que oui, éventuellement, niveau brand recognition, tout ça, on va faire un peu plus parler de nous. Mais tu sais, ça reste que pour nous, le mieux, c'est toujours de construire des nouvelles serres, c'est toujours d'avoir plus de produits disponibles à nos clients, puis d'aller dans des événements. Souvent, on est dans des Ikea, on est dans des Decathlon, on est dans des entreprises comme ça où on a un petit kiosque, puis les gens, ils viennent, puis ils disent, hey, c'est quoi vous faites? Ben nous, on fait des salles, c'est toi, puis on a un marché en ligne fermier, ça vous tente d'essayer, puis les gens s'abonnent, puis on n'a pas parlé, mais tu sais, nous, c'est un abonnement. C'est sûr que c'est pas
peux pas décider quand tu peux décider quand tu veux d'avoir des paniers chez nous, des commandes. Tu peux commander quand tu veux, mais il faut à la base que tu sois client. Ça nous aide, nous, à avoir une stabilité. Tu sais, une fois par C'est semaine, sûr. tu dis, moi, je suis client, une fois par semaine, le lundi, mardi, mercredi, c'est 7 jours sur 7. Tu peux choisir la journée que tu veux, puis tu dis, ben moi, je reçois ma commande cette journée-là. Mais après, tu veux pas l'avoir cette journée-là, ta commande. Tu fais juste peser sur pause pendant une semaine, 2 semaines, pendant un mois, 2 mois. Puis après ça, tu dis, hey, moi, je veux un panier aujourd'hui, ben, panier aujourd'hui, commande demain. Tu peux avoir 7 paniers par semaine. C'est très flexible. Je pense que c'est juste, il va falloir le communiquer mieux, ça, dans le futur, que c'est très flexible, justement, puis que c'est un modèle d'abonnement, mais t'es pas obligé d'avoir un panier à 3 semaines, c'est ça. C'est quand même incroyable que vous soyez une organisation qui a fracassé les 100 millions de chiffre d'affaires et que vous n'ayez pas de département de marketing. Quasiment aucun sens quand tu y penses, parce qu'effectivement, le meilleur marketing, soyons honnêtes, c'est d'avoir un bon produit. Non, absolument. Puis nous, ben, tu sais, je dis marketing, je dis pas de marketing, pas de vente, mais tu sais, on a un département de PR, si on veut. Puis eux s'occupent, puis tu sais, c'est lié avec marketing, vente aussi, mais c'est pas des gens qui font ça toute leur vie. Nous, on communique, on a des infolettes Ben à oui. nos clients, on explique qu'est-ce qu'on fait, on explique les produits. On va voir les producteurs, tu sais, on a chaque semaine des infos. Là, on a des gens qui amènent des nouveaux produits sur notre marketplace, puis là, ben, on explique leur histoire, on explique qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est vraiment, pour nous, c'est ça la communication, c'est ça le PR, puis c'est ça qui nous amène, qui satisfait nos clients, puis qui nous amène d'autres clients aussi. Mais évidemment, dans le futur, à la taille qu'on a, puis où est-ce qu'on veut aller aussi, il va falloir aller un petit peu plus mainstream. On est au courant de ça, puis on travaille là-dessus. Et bon, un autre point qui mérite la peine d'être mentionné, c'est cette fameuse approche qui est très éco-énergétique. Vous avez de vos serres sur des toits, tu l'as mentionné, vous utilisez des Tesla pour faire vos livraisons, vous utilisez très peu d'eau pour opérer l'entreprise. Euh, comment vous êtes arrivé à trouver cette efficacité-là? Parce qu'encore une fois, c'est un élément différenciateur. J'imagine que ça peut résonner pour la clientèle, puis bien entendu, c'est noble et ça défend une très belle cause, là. Ouais, puis là-dessus, je te dirais, on est non négociable. Là. Tu sais, je veux dire, nous, Hmm. c'est pas, on aurait pu faire bien plus, tu sais, d'un point de vue financier, là, moi, souvent, les décisions qu'on a prises au fil des années, que ce soit d'avoir des sacs compostables, tu sais, on a fait ça, nous, ça fait pas un an, là, qu'on a fait ça, ça fait 7 ans, 8 ans, je m'en souviens pas quand, mais c'était cher à l'époque, là. Là, tu sais, vraiment, on était des précurseurs, je pense, au niveau, tu sais, les voitures électriques, c'est drôle, aujourd'hui, on disait, hey, regarde, le gaz, il coûte 2 $ le litre. Mais tu sais, recule-toi avant le COVID, là, tu as eu un bout, là, que même pendant le COVID aussi, le gaz, au début, le gaz, c'était pas cher, là, c'était plus payant de livrer avec des voitures à Mhm. gaz que livrer avec des voitures électriques. Nous, on s'était buildé up une grosse flotte électrique le temps que il y avait des subventions puis tout ça, mais c'était quand même plus cher. Mais on l'a fait parce qu'on croit que c'est ça l'avenir. On n'a jamais, tu sais, il n'y a pas de compromis. C'est C'est ça sûr. la meilleure façon de faire, ben on va le faire. Fait que, tu sais, les serres, c'est la même chose. C'est une croissance au niveau de, on veut plus de serres, mais chaque nouvelle serre est encore plus éco-énergétique. Les prochaines serres qu'on va faire, c'est pas le cas pour la dernière, mais ça passe c'est proche, mais il faut que ça fasse du sens aussi, là, d'un point de vue économique, là, parce qu'après ça, tu as, l'autre approche que tu dis, ah, tu fais tout à 100% le mieux, mais après ça, ton produit à la fin, tu n'es pas capable de le vendre au même prix que les autres, puis faut que tu le vendes vraiment plus cher. Puis ça, cette approche-là, on ne croit pas à ça non plus. Il faut que tu sois concurrentiel, faut que tu sois au même prix que tout le monde. Là, sinon, les gens, le local, ils vont pas l'acheter. Là. Ou le 100% bio, pas 100% bio, mais vraiment les meilleurs produits. Ouais, j'ai des meilleurs produits. Ouais, ouais, mais c'est mieux fait. Dans la chaîne d'approvisionnement complet, tout est mieux fait, mais je le vends 2 fois le prix. Non, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre un autre produit parce que les gens sont sensibles à ça, puis on comprend. Fait que nous, c'est dur de faire ça à chaque fois. C'est bien plus difficile de faire ça que d'accepter un prix ou d'accepter de pas faire les bonnes choses. Mais pour ça que notre entreprise est quand même tough, à chaque fois de se battre pour essayer d'avoir un meilleur prix, mais d'avoir le meilleur produit le plus éco-responsable possible, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau des produits qu'on achète de nos third party, de tous nos fournisseurs, tous nos partenaires québécois. Fait que, mais c'est ça. Donc, la prochaine serre, une serre qui peut-être n'aura pas celle qu'on construit présentement, mais la prochaine n'aura pas peut-être des thermopompes pour chauffer, aucune énergie fossile. Faut Littéralement. mentionner,
littéralement. Donc, ce serait une serre qui est 100% éco-énergétique, là, si on veut, qui n'aura pas d'énergie fossile utilisée. Notre serre intérieure qu'on a faite aussi, ça, je pense que c'est important. Je ne sais pas si tu avais une question là-dessus, mais peut-être que je vais la devancer. Mais euh, au niveau innovation, tu sais, nous, on fait des serres, c'est toi, c'est déjà innovant. Une fois, c'est une compagnie d'innovation. Euh, Compagnie aussi très technologique. À partir de là, on a dit les serres intérieures, c'est-à-dire que des serres dans des endroits fermés où il n'y a pas de lumière du soleil. Il y a un gros marché aux États-Unis. Les gens ont investi des centaines de millions de dollars dans des compagnies. À date, c'est pas prouvé. Ça n'a jamais été prouvé. Euh, il y a pas, ces compagnies ne font pas de profit nécessairement, euh, ou très peu. Puis, ils ont des problèmes souvent de culture. Il peut y avoir Hmm. plusieurs problèmes qui viennent au niveau de la culture. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont, tu sais, ils ont pas autant de succès. Par contre, on leur souhaite le mieux. Puis peut-être que ça va, ils vont régler ça, puis ça va fonctionner un jour. Puis on le souhaite. Puis je pense que c'est important pour l'humanité en général d'avoir d'autres façons. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est, hey, on va essayer de faire un projet de serre intérieure aussi, mais à notre façon, à la façon Lufa. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dépenser 200-300 $ du pied carré pour faire ce projet-là, ben, on va le faire avec des produits qui existent déjà. Qu'est-ce qu'on utilise en serre d'habitude pour un projet? Quel type de lumière on peut prendre qui ne coûte pas la totale, mais qui coûte un peu moins cher, des lumières LED, évidemment. Euh, Puis bon, après ça, quel système HVAC de température on va, pour gérer la température, gérer le climat qu'on va mettre le plus possible pour avoir un endroit. Puis un endroit qui est propice à la culture à l'intérieur, sans soleil. Puis écoute, on a complété notre projet au mois d'avril. On avait commencé notre projet en septembre 2022. On a complété notre projet en avril 2023. Ça a pris à peu près 6 mois. Puis on a construit la plus grande serre intérieure au monde. On pense là, au monde. Je pense que je peux dire ça parce que on parle de 160 000 pieds carrés là, Wow. qu'on cultive à Ville-Saint-Laurent, qui est juste à côté de notre serre sur toit qui est là. Donc, cette serre-là, c'est vraiment là, un modèle. Il n'y a pas d'énergie fossile qui est utilisée. Ça peut produire 20 000 portions par jour de laitue et d'herbe. C'est majeur. Là. On parle de 7 millions de portions par année. Donc, tu sais, ça nourrit là, plusieurs milliers de familles, là, juste cette serre-là. Fait que, tu sais, je pense qu'avec les changements climatiques, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que ce genre de culture-là, on va être appelé à en refaire d'autres là, parce que ça utilise très peu d'énergie. Euh, dans les circonstances avec tout le volume qu'on peut produire de cette serre intérieure-là. Et c'est un environnement très contrôlé, très sécuritaire pour faire pousser des légumes. Fait qu'à date, on va faire une trentaine, quarantaine de variétés différentes dans cet endroit-là. Et ça va super. Pour le moment, on touche du bois, là. Tu sais, je veux dire, il peut arriver plein de choses, mais ça fait quelques mois que c'est en opération, puis on est très, très satisfait là, des résultats à date. Hmm. Exceptionnel, fantastique même. Euh, je serais curieux de t'entendre à quel point cette approche éco-énergétique, bio, tournée vers l'environnement, vous avez senti que ça vous a aidé pour aller chercher de la clientèle? Ouais, 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 100%. Écoute, tu sais, aujourd'hui aussi, avec les nouvelles normes euh, qui, tu sais, ESG, Bien sûr. c'est- nous, je pense que nous, c'est dans notre DNA, c'est dans nos valeurs. Puis, tu sais, je peux peut-être mentionner une affaire importante, c'est quand on a eu plus de succès, je te dirais, en 2020, on a dit aussi comment on va faire pour redonner à la communauté. Fait que c'est là qu'on a mis en ligne notre nouveau modèle de fondation. Fait qu'on a une fondation Loufa qui va, on prend, dans le fond, on prend l'argent de nos Loufaveurs qui, à la fin de l'année, ils ont une ristourne Loufaveur jusqu'à 3% en retour à la fin de l'année. Certains vont prendre leur 3% pour l'utiliser, d'autres personnes vont le prendre, vont le donner à la fondation. La fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a choisi des familles dans le besoin. Fait que c'est quelques centaines de familles par semaine là, qui sont nourries à l'année longue par cette Hmm. fondation-là, qui est payée par nos Loufaveurs. Puis nous, ben, ce qu'on fait, Loufa, c'est qu'on va subventionner la catégorie des fruits et légumes. Là, je pense à 25% off, là, je me trompe pas. En plus pour encourager ça. Fait que ce que ça fait, c'est que ces familles-là qui sont un peu temporairement dans le besoin ou à plus moyen terme, ben, ils reçoivent un panier chez eux, livré, comme n'importe quel autre client de l'UFA, avec toute la dignité qu'ils ont le droit d'avoir. Tu sais, je veux dire, ils ont accès à des produits frais. C'est pas, ils vont pas en ligne attendre pour des produits en canne. Nous, on n'en a pas, presque pas. C'est des produits frais qu'ils Hmm. achètent. Fait que chez nous, on a vu les catégories qu'ils prennent, ces gens-là. C'est vraiment
C'est vraiment des projets là, qui sont des produits, c'est-à-dire qui sont des catégories comme la viande, comme les légumes, les fruits. Donc, fait que pour nous, là, ça fait partie de notre modèle d'affaires. Après ça, les entreprises aujourd'hui, il y en a qui n'avaient pas nécessairement ce type, qui n'étaient pas axés sur le l'ESG, si on veut. Donc, eux n'ont pas le choix de se renouveler puis le faire. Nous, c'est notre DNA, ça a toujours été, ça va toujours être, puis on continue comme ça. Est-ce qu'on peut être meilleur, nous-mêmes, là, pour le quantifier, puis devenir un leader là-dedans, puis être capable de vraiment quantifier tout ce qu'on fait au niveau ESG? Je pense que oui. C'est ça l'objectif dans le court moyen terme de le faire. Fait qu'on travaille là-dessus, mais oui, ça nous a aidé avec nos clients, avec tout le monde, avec les prêteurs, avec Desjardins, notre prêteur est très sensible à ça aussi. Ils ont pas le choix, eux autres aussi, de leurs clients le demandent aussi, les Hmm, épargnants le demandent aussi. Fait que c'est une boucle, puis je bien sûr. pense cet été, tu me disais tantôt, Antoine, que tu étais en Europe, donc ben, tu vois la chaleur qu'il fait, tu vois Bien les effets sûr. qu'on a sur le monde. Fait que, tu sais, honnêtement, j'espère que les autres entreprises vont se réveiller aussi, puis ensemble, on va être capable de faire un changement à long terme. Là. Il faut le faire, on n'a pas le choix. Parce que, soyons honnêtes, la solution est dans l'entreprise privée. Je pense que c'est là que va se trouver les solutions, beaucoup plus que qu'est-ce qui peut être fait au niveau public. On le voit déjà, il y a des organisations qui sont capables de faire des gros changements. Vous en faites partie. Et d'ailleurs, peut-être pour continuer un petit peu sur cette idée de consommateur, vous adressez aux particuliers. C'est votre modèle d'affaires chez les fermes Loufa. Est-ce que c'est dans les plans, peut-être ultimement, d'aller bâtir une deuxième catégorie de distribution, davantage orientée sur les entreprises, sur le volet B2B? Il n'y aurait pas une part de marché intéressante à aller chercher ici? Ben, écoutez, oui et non. Je te dirais que nous, ça a toujours été, notre modèle d'affaires, là, c'est le B2C, on vend, on a des familles, c'est en direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Le produit en 12, 15 ou 20 heures, il passe du plan au client chez eux. Donc, tu sais, c'est direct comme consommation. Est-ce qu'on est capable de reproduire ce, ce court channel-là dans le B2B? La réponse, on pense que oui, avec certains partenaires. Ça sera pas overall. Fait qu'on commence à regarder, surtout que là, on a buildé up plus de capacité de production. Tu sais, évidemment, avec le ralentissement sur le marché présentement, ça fait qu'il y a peut-être des opportunités de B2B à explorer. On est en train de le faire. On pense que oui. Est-ce que le B2B va être 80% de notre chiffre d'affaires un jour? Je pense pas. Je pense que notre Hmm. modèle d'affaires, c'est le B2C. C'est ça notre objectif, d'aller dans d'autres marchés, d'être capable d'être une entreprise globale qui a un impact global sur le monde, sur l'environnement, sur les communautés. C'est ça l'objectif. Puis si on pense que c'est par le B2C qu'on va se rendre là, est-ce que le B2B peut être un moyen temporaire ou à long terme, en plus petite mesure, pour être capable de gérer nos surplus, s'assurer que la production roule bien, puis être capable peut-être d'avoir du brand recognition à cause de ça, puis de satisfaire d'autres clients qui ne seraient pas clients chez nous, mais qui vont acheter nos produits ailleurs avec un partenaire B2B. Je pense que oui. Je pense que oui, on travaille là-dessus. Puis, mais tu sais, c'est pas notre modèle d'affaires premier, mais je pense on peut amener à l'entreprise la diversifier de cette façon-là, enlever un peu de risque aussi pour être capable de mieux gérer notre production. Je pense que ça va être une bonne façon de faire dans le futur. Hmm. Et bon, je terminerai avant de passer sur des petites questions personnelles. Jean-Michel, à quoi ressemble le futur de l'organisation pour les 12 à 24 prochains mois? Écoute, on est en mode présentement là, travailler sur l'expérience client, s'assurer que Antoine, toi, quand tu reviens, quand tu es à Montréal, tu es ici, tu veux commander l'épicerie, tu veux des bons produits, c'est un no-brainer pour toi que tu t'en vas sur notre site web, tu commandes, puis tu l'as le lendemain. C'est ça l'objectif. C'est que tu dises pourquoi j'irais ailleurs que commander ces produits-là qui sont super frais, super goûteux, les meilleurs nutriments sont, puis j'aime l'entreprise, ils ont les bonnes valeurs, puis je veux faire affaire avec eux. Fait que nous, notre objectif, c'est de rendre l'expérience client, que tu aies ta commande, là, comment on dit, là, flawless, là, tu sais, que tu n'aies aucun pépin avec ta commande, tout ce que tu as Mhm. commandé, tu l'as, tout est frais, tout est en bon état, ton livreur qui va t'apporter chez vous, il te l'amène à l'heure, l'ETA que tu avais prévu sur ton téléphone, tu sais exactement, c'est à 3h20, c'est à 3h20, tu avais de la flexibilité, tu pouvais choisir différentes plages horaires, tu étais capable, quand tu reçois ta commande, comme je dis, tout est en bon état, tout est froid, tout est bien placé dans ton panier, tu es super satisfait de ce que tu as comme service, puis le livreur, ben, il prend tes paniers,
de ton autre livraison d'avant, puis il te dit salut, merci, bonne journée. Fait que tu sais, c'est comment avoir une expérience client exceptionnelle. Ça, c'est à Montréal, c'est ce qu'on veut avoir. Comment on commence à investir au Northeast US pour être capable d'avoir un plus gros impact dans le futur. Ça, je pense que c'est ça qui est important aussi. Puis bien s'assurer là, de faire le balance entre les deux, de bien séparer notre attention entre le présent et le futur, si on veut, la business à Montréal qui a continué à bien se comporter, à être bien gérée, comme tu le mentionnais tantôt, puis commencer à avoir des bonnes personnes aussi pour nous aider aux États-Unis là, pour cette expansion-là. Et niveau un petit peu plus personnel maintenant, j'aime toujours terminer les entretiens là-dessus. Lecture, est-ce que tu lis certains livres d'affaires pour te donner des idées, un petit peu de créativité pour l'organisation? Oui, absolument. Tout le temps, écoute, je regarde l'actualité financière là, à tous les jours, c'est sûr. On a eu des lectures qu'on regardait. Tu sais, Tesla, c'est un peu une entreprise là, qu'on admire à Alpha ici parce que c'est vraiment un modèle d'affaires qui est vertical, si on veut. Ils ont commencé Mhm. un peu comme nous, tu sais, on est intégré verticalement, puis c'est un petit peu un modèle qu'on aime. Donc, on veut reproduire à long terme, être efficace, avoir vraiment la matière première comme eux là, pour être capable d'être resté efficace, rester un leader sur le marché pendant longtemps, avoir la technologie si on veut. D'autres livres là, comme Walmart qui est intéressant, qui ont bâti une grande entreprise aussi. Ouais, absolument, je regarde ça, puis j'aime beaucoup suivre les nouvelles entreprises aussi québécoises, les entreprises québécoises, je fais beaucoup le suivi avec eux. Tout ce qui se dit sur ces entreprises-là, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'aime ce qu'on fait. Je pense qu'on a au Québec, on est très innovant. Pas juste l'UFA, là, il y a beaucoup d'autres entreprises, beaucoup de pouces aussi en agriculture. On voit souvent des rencontres avec d'autres entreprises là, très locales qui ont des idées pour améliorer la production locale, pour en avoir plus, pour être plus efficace. Fait que, tu sais, avec certaines initiatives, là, j'essaie de rester informé sur tout ça puis d'aider le plus possible pour que ensemble on ait une meilleure société. Là. Hmm. Podcast, audiobook, est-ce que tu en écoutes un peu? Un podcast, oui, oui, mais je te dirais, je connaissais pas vos podcasts. C'est sûr, je vais les écouter. Ça m'intéresse beaucoup, puis je trouve très sympathique. Je pense que t'amènes des bons sujets, puis tu es capable de bien avoir des bonnes discussions avec tes invités. Ouais, non, j'ai pas écouté beaucoup de podcasts à date, là, mais je pense que je vais m'y mettre parce que souvent, c'est une bonne façon de rester informé, puis c'est très informatif. Définitivement. Et bon, je terminerai routine. Est-ce que tu as une routine avant, pendant et après le travail? Ah, c'est une bonne question. Écoute, routine, c'est sûr qu'avec des enfants, avec une famille, on se lève très tôt. Donc le matin, là, moi, je suis très tôt levé, puis c'est les nouvelles. Je regarde vraiment tout ce qu'il y en est. Aussi, quand je m'en vais au travail, moi, j'essaie plus de faire des appels. J'adore, tu sais, j'aime ça parler aux gens, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça avoir leur feeling. Fait que, tu sais, souvent, le matin, on va essayer de régler, parler avec, que ce soit des employés ou des gens à l'externe, des collègues ou des gens à l'externe. Fait que pour moi, c'est important de communiquer avec eux, puis de souvent avoir des appels de communication comme ça assez tôt, en s'en allant au travail. Puis je te dirais, après le travail, c'est vraiment un moment pour voir la famille. Là. Pour moi, c'est important l'heure du souper, j'essaye vraiment d'être toujours avec ma famille le plus possible. Des fois, c'est pas possible, mais la plupart du temps, fait qu'on même aller chercher mes enfants à l'école, j'essaye d'y aller moi-même la plupart du temps parce que je trouve que c'est un moment important avec eux, savoir leur journée puis tout ça. Puis s'il faut travailler, finir la journée, ben c'est sûr, ça arrive. Fait que ça se fait plus en soirée où ce que tu sais, tout le monde a eu la journée est pas mal finie pour tout le monde. Moi, ça me dérange pas de la continuer des fois un peu plus longtemps en soirée là, pour être capable là, de. Je dirais que c'est ça ma routine là, le plus possible. Puis avant de Hmm. se coucher, on change les idées, on regarde d'autres choses, comme tu mentionnais tantôt, que ce soit de la lecture personnelle, une nouvelle du sport, tu sais, des trucs comme ça, je pense que c'est important. Changer les idées. Fantastique. Ben écoute, je pense que c'est une bonne manière pour effectivement sortir un peu de cette routine de travail qui des fois peut être un petit peu exténuante, soyons honnêtes. Mais bref, ça Ouais. a une belle cause. Vous avez des beaux résultats avec les fermes Loufa, c'est tout à fait exceptionnel. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur vos produits, services, ou peut-être même vous avez des postes ouverts, c'est où l'endroit le plus simple pour vous rejoindre?
Toujours notre site web, là, montréal.lufa.com. Donc, c'est le plus simple. Je pense qu'il y a un email aussi, si les gens, info@lufa.com, je ne me trompe pas, que tu peux, n'importe quelle question, on répond rapidement. L'équipe de service à la clientèle est top. Là. Je pense que les gens sont bien servis avec ça. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on est toujours là. Fantastique. Jean-Michel Vanier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci Antoine, à bientôt. Merci beaucoup.